Il existe, à quelques mètres sous le niveau du sol, dans une salle blanche, où l'air lui-même est filtré et recyclé, un endroit plus froid que le vide interstellaire. Un cylindre de cuivre doré y descend étage par étage, comme un lustre inversé, jusqu'à atteindre quelques millièmes de degrés au-dessus du zéro absolu. C'est plus bas que le rayonnement fossile qui baigne l'univers entier. Plus bas que les nuages moléculaires les plus glacés de la Voie lactée, ces immenses cathédrales de poussière où naissent les étoiles. Dans tout ce que nous avons cartographié, sur des milliards d'années-lumière, rien n'atteint naturellement ce niveau de silence thermique. Et pourtant, cette machine n'a pas été construite pour battre un record de froid. Elle a été construite pour écouter. Au cœur du cylindre, une puce de la taille d'un ongle abrite quelques dizaines de circuits supraconducteurs. Ils ne calculent pas comme les machines auxquelles nous sommes habitués. Ils hésitent. Ils tiennent plusieurs réponses en suspens, comme une note tenue dans une salle vide, et cette hésitation est exactement ce que nous cherchons à capturer pour comprendre le cosmos. Si ce récit vous embarque, un like et un abonnement nous aideraient énormément. Cela compte beaucoup pour nous. Car l'univers, lui, n'a jamais calculé à notre manière. Nous avons appris à penser en ligne droite, en étapes ordonnées, en oui et en non. Nous avons bâti des empires de silicium sur cette logique, et cela a marché au-delà de toute espérance. Nous avons envoyé des sondes au-delà de l'héliosphère, photographié l'ombre d'un trou noir à 55 millions d'années-lumière, prédit le retour d'une comète à la minute près. Mais quelque part, très bas dans l'échelle des choses, sous les molécules, sous les atomes, sous les noyaux, la réalité cesse de coopérer avec cette façon de penser. Elle devient floue, elle devient multiple. Elle refuse de choisir tant qu'on ne la force pas à choisir. Et cette étrangeté n'est pas un détail exotique réservé au laboratoire. C'est le moteur qui allume les étoiles, qui fabrique le carbone dont nous sommes faits, qui décide de la vie et de la mort des soleils. Pendant longtemps, nous avons contourné le problème. Nous avons décrit le ciel avec des équations que nous savions résoudre, et nous avons rangé le reste dans une case étiquetée trop compliquée. Le ciel s'est laissé faire, un temps. Puis il a commencé à nous poser des questions auxquelles nos machines ne pouvaient tout simplement pas répondre. Non pas parce qu'elles étaient trop lentes, parce qu'elles n'étaient pas construites pour ce genre de questions. Prenez une étoile ordinaire, une naine jaune comme la nôtre, rien de spectaculaire à l'échelle galactique. Au centre, la température dépasse 15 millions de degrés et la pression écrase la matière jusqu'à ce que les noyaux d'hydrogène, qui devraient se repousser furieusement, finissent par fusionner. Selon la physique classique, cela ne devrait presque jamais arriver. Les noyaux n'ont pas assez d'énergie pour franchir la barrière électrique qui les sépare. Le calcul est net, implacable, et il donne un résultat absurde. Le soleil ne devrait pas briller. Il brille pourtant, au-dessus de nos têtes, depuis 4,5 milliards d'années. La raison tient à un phénomène qui n'a aucun équivalent dans notre expérience quotidienne. Les particules ne sont pas des billes. Ce sont des ondes de probabilité étalées dans l'espace. Et une onde peut déborder là où une bille se serait arrêtée. De temps en temps, rarement, un noyau se retrouve de l'autre côté d'un mur qu'il n'avait pas l'énergie de franchir. Ce passage impossible se produit des milliards de fois par seconde dans le cœur du Soleil. Sans lui, le ciel serait noir, la Terre serait un caillou gelé, et personne ne serait là pour se poser la question. Voilà la première chose que l'on comprend en descendant dans ce laboratoire souterrain. Ce que nous appelons l'étrangeté quantique n'est pas une bizarrerie marginale, c'est la règle. C'est notre monde ordinaire, avec ses objets bien définis et ses trajectoires prévisibles, qui est l'exception, une moyenne rassurante émergeant d'un océan d'incertitude. Nous vivons à la surface d'une mer dont nous n'avons jamais vu le fond, et nous avons longtemps confondu la surface avec l'ensemble. Le problème, quand on veut simuler cette mer, est d'une brutalité arithmétique difficile à exagérer. Décrire complètement un système de particules quantiques exige de suivre non pas chaque particule séparément, mais toutes les combinaisons possibles de leurs états, simultanément. Ajouter une particule, et le nombre de nombres à mémoriser double. 2 particules demandent 4 coefficients, 10 en demandent plus de 1000, 50 en demandent plus d'1 million de milliards. À 70, la mémoire nécessaire dépasse celle de tous les ordinateurs de la planète réunis, et l'on parle ici de 70 particules. Une seule molécule de caféine en contient plus de 20 fois plus.
Un grain de poussière stellaire en contient davantage qu'il n'y a d'étoiles dans l'univers observable. Ce mur n'est pas un problème d'ingénierie. Ce n'est pas une question de patience, de budget ou de refroidissement. C'est une frontière structurelle entre la façon dont la nature stocke l'information et la façon dont nous avons appris à la stocker. Nous avons construit des machines qui manipulent des symboles isolés, alors que la réalité manipule des réseaux d'états entremêlés. Nous avons apporté un dictionnaire à un concert. Et c'est là qu'une idée simple, presque insolente, a fini par s'imposer dans les années où les premiers microprocesseurs tenaient encore du prodige. Si la nature refuse de tenir dans nos machines, pourquoi ne pas construire des machines qui fonctionnent comme la nature? Non pas des calculatrices plus rapides, mais des systèmes physiques obéissant aux mêmes règles que ce qu'ils doivent décrire. Des dispositifs qui hésiteraient, s'entremêleraient, interféreraient, exactement comme le fait un noyau atomique au centre d'une étoile. On ne simulerait plus la mer avec des équations. On construirait un aquarium et on regarderait la mer se comporter en mer. L'idée paraissait folle. Elle l'était sans doute. Personne ne savait fabriquer un objet capable de rester dans un état aussi délicat plus d'un battement de cils. La moindre vibration, le moindre photon égaré, la moindre variation de chaleur suffisait à effondrer l'ensemble et à ramener le système dans le monde ordinaire des zéros et des uns. Les premiers essais duraient quelques milliardièmes de seconde. Autant essayer d'écrire un roman sur la surface d'une bulle de savon. Il a fallu 40 ans de patience obstinée pour transformer cette bulle en instrument. 40 ans de matériaux repensés, de blindage, de câbles filtrés, de suspensions antivibratoires, de logiciels qui corrigent les erreurs plus vite qu'elles n'apparaissent. Aujourd'hui, dans une dizaine de laboratoires dispersés sur la planète, cette hésitation contrôlée dure assez longtemps pour être interrogée. Pas assez pour tout résoudre. Assez pour commencer à poser au ciel des questions que nous n'avions jamais pu formuler. Et les premières questions que nous lui avons posées concernent les endroits où la physique se déchire. Il faut imaginer ce qui se passe quand une étoile bien plus massive que le Soleil arrive au bout de son carburant. Pendant des millions d'années, elle a tenu en équilibre entre deux forces titanesques, la gravité qui la comprime et la fusion qui la dilate. Puis le cœur se remplit de fer, et le fer ne rend plus d'énergie quand il fusionne. L'équilibre se rompt en une fraction de seconde. Le noyau, aussi large qu'un pays, s'effondre sur lui-même en atteignant le quart de la vitesse de la lumière. Il se comprime jusqu'à ce que les électrons soient enfoncés de force dans les protons, jusqu'à ce que toute la matière se transforme en une soupe de neutrons si dense qu'une cuillère à café pèserait autant qu'une montagne. La chute s'arrête net contre ce mur de matière dégénérée, et l'onde de choc qui rebondit déchire l'étoile de l'intérieur. En quelques secondes, cet effondrement libère plus d'énergie que le Soleil n'en produira pendant toute son existence. La quasi-totalité s'échappe sous forme de neutrinos, ces particules fantômes qui traversent la matière comme si elle n'existait pas. Des dizaines de milliards d'entre eux traversent votre pouce chaque seconde, en provenance du Soleil, sans jamais vous toucher. Lors d'une supernova, leur flot est si intense qu'il devient capable de pousser physiquement une enveloppe stellaire dans l'espace. Nous savons tout cela. Nous l'avons vu, mesuré, photographié. Et pourtant, quand nous essayons de reproduire cet effondrement dans un ordinateur, la simulation s'étrangle. Les supercalculateurs les plus puissants du monde peinent à faire exploser une étoile virtuelle. Longtemps, dans les modèles, l'onde de choc s'essoufflait et retombait. L'étoile refusait de mourir correctement. Le problème vient précisément de ces neutrinos. Leur comportement dépend de mélanges quantiques entre différentes identités, une particule oscillant entre plusieurs natures pendant son trajet, et ces oscillations s'influencent mutuellement au sein d'un nuage contenant un nombre inconcevable de particules. C'est exactement le type d'enchevêtrement qu'aucune machine classique ne peut suivre honnêtement. Alors on triche, on simplifie, on remplace le nuage réel par une moyenne, on suppose que les particules ignorent leurs voisines, et on obtient une explosion à peu près convaincante. Mais chaque simplification est une porte fermée. Derrière ces portes se cachent peut-être les réponses aux questions qui nous obsèdent. Pourquoi certaines étoiles massives explosent-elles en illuminant une galaxie entière, alors que d'autres, presque identiques, s'effondrent en silence, sans laisser autre chose qu'un trou noir et un frisson dans le tissu de l'espace? Cette question n'a rien d'abstrait. Presque tout ce que vous touchez a été forgé dans ces instants.
L'oxygène de votre respiration a été cuisiné dans le cœur d'étoiles disparues. Le fer de votre sang vient de couches profondes, expulsées par des explosions vieilles de milliards d'années. L'or d'une alliance provient probablement d'une collision entre deux étoiles à neutrons, un événement si violent qu'il fait vibrer l'espace-temps lui-même. Nous ne sommes pas des observateurs du cosmos. Nous en sommes des résidus refroidis, des cendres qui ont appris à se poser des questions sur le feu. Et pour comprendre ce feu, il nous manquait un instrument capable de penser en probabilités entremêlées. Descendons à nouveau dans la salle blanche. Il est 3 heures du matin, l'heure où les laboratoires deviennent silencieux et où les mesures deviennent les plus propres, parce que la ville dort, que les camions ne passent plus, que les ascenseurs sont immobiles. Une chercheuse regarde un écran couvert de courbes qui ressemblent à des sismogrammes. Chaque pic représente une tentative de maintenir un état fragile assez longtemps pour lui poser une question. La plupart échouent. Le système décoère, c'est-à-dire qu'il oublie. L'information ne disparaît pas vraiment. Elle s'échappe dans l'environnement, se dilue dans les vibrations du support, dans le champ magnétique résiduel, dans le passage d'un rayon cosmique venu d'une étoile morte il y a 10 000 ans. Ce dernier point mérite qu'on s'y attarde, parce qu'il relie de façon presque poétique le plus petit et le plus grand. Les processeurs les plus délicats du monde sont perturbés par des particules venues de l'espace. En permanence, la haute atmosphère est bombardée par des noyaux atomiques lancés à des vitesses proches de celles de la lumière, éjectés par des explosions stellaires ou par les régions déchaînées entourant des trous noirs supermassifs. Ces impacts produisent des cascades de particules secondaires qui pleuvent sur la surface terrestre, traversent les toitures, les étages, les blindages, et viennent parfois déposer une pincée d'énergie exactement au mauvais endroit sur une puce. Il existe donc des laboratoires installés sous des centaines de mètres de roches, non pas par goût du secret, mais parce que la montagne est le seul parapluie efficace contre la pluie du cosmos. Cette nuit-là, pourtant, quelque chose se passe. Les courbes tiennent. 1 seconde, puis 2, puis une durée qui, à cette échelle, ressemble à une éternité. La chercheuse ne bouge pas. Elle sait que le simple fait de se pencher vers l'écran ne changera rien, et elle se penche quand même, comme on retient sa respiration devant un funambule. Le système garde sa cohérence assez longtemps pour exécuter une séquence complète d'opérations. Ce n'est pas une découverte spectaculaire. Aucun journal ne titrera dessus. Mais c'est un seuil franchi, l'un de ces milliers de petits seuils qui, accumulés, transforment une curiosité de laboratoire en instrument scientifique. Il faut comprendre ce qui rend cette fragilité si difficile à vaincre. Dans une machine ordinaire, l'information est robuste parce qu'elle est redondante et brutale. Un signal électrique est présent ou absent, haut ou bas, et il faudrait une perturbation considérable pour transformer l'un en l'autre. C'est une écriture au burin. Dans une machine quantique, l'information est portée par des relations de phase d'une délicatesse extrême, comparable à la position exacte des vagues à la surface d'un lac. Il suffit d'un souffle pour brouiller le motif. Et le pire est qu'on ne peut pas simplement regarder pour vérifier si tout va bien. Observer, c'est déjà perturber. C'est forcer le système à choisir une réponse et à oublier toutes les autres. La solution imaginée pour contourner ce piège est l'une des idées les plus élégantes de la science moderne. Plutôt que d'interroger directement les éléments porteurs d'informations, on interroge les relations entre eux. On demande non pas quelle est ta valeur, mais es-tu d'accord avec ton voisin? La réponse à cette question ne révèle rien du contenu, mais trahit l'apparition d'une erreur, comme un contrôleur qui, sans jamais ouvrir les valises, détecterait qu'une seule d'entre elles a changé de poids. On répartit alors une information unique sur des dizaines, des centaines d'éléments physiques, formant un ensemble bien plus stable que chacune de ses parties. L'information devient collective. Elle cesse d'habiter un objet pour habiter un motif. Le prix à payer est vertigineux. Pour obtenir une poignée d'unités logiques réellement fiables, il en faut des milliers de physiques. Les projections les plus sérieuses estiment que résoudre certains problèmes de chimie stellaire exigerait des machines 100 à 1000 fois plus grandes que celles qui existent aujourd'hui. Nous en sommes à l'époque des premiers télescopes de jardin, quand il faudrait des observatoires de montagne. Mais la trajectoire est là, et elle est nette. Depuis quelques années, la fidélité des opérations progresse plus vite que la taille des machines, ce qui est le signe le plus encourageant que l'on pouvait espérer. Ajouter des éléments améliore désormais la précision au lieu de la dégrader. Ce renversement, à lui seul,
a changé l'humeur d'une discipline entière. Maintenant, quittons le laboratoire et remontons vers le ciel, parce que c'est là que ces instruments trouvent leur véritable justification. Il y a, à environ 1000 années-lumière de nous, des objets dont le simple énoncé des caractéristiques ressemble à une provocation. Des étoiles à neutrons, les cadavres compacts laissés par les supernovées, une sphère d'une vingtaine de kilomètres de diamètre contenant plus de matière que le Soleil entier. La gravité y est si intense qu'une chute d'1 mètre libérerait autant d'énergie qu'une explosion. La surface est peut-être lisse à quelques millimètres près, un océan solidifié de fer sous une pression que rien sur Terre ne peut reproduire. Certaines tournent sur elles-mêmes des centaines de fois par seconde, régulières, au point de rivaliser avec les meilleures horloges construites par l'humanité. Ce qui se trouve à l'intérieur reste l'un des plus beaux mystères non résolus de la physique. À ces densités, les neutrons se touchent, se compriment et peuvent se dissoudre en leurs constituants élémentaires. Il pourrait exister au centre une phase de matière que l'univers ne produit nulle part ailleurs, une soupe libre de quarks maintenue par une pression inimaginable. Nous ne pouvons pas y aller. Nous ne pouvons pas la fabriquer. Et les équations qui la décrivent, celles de l'interaction forte, appartiennent précisément à la catégorie de problèmes que nos machines classiques traitent en s'arrachant les cheveux, avec des approximations qui deviennent instables exactement dans le régime qui nous intéresse. C'est l'une des applications les plus attendues des processeurs quantiques, recréer, dans un système contrôlé, le comportement de la matière la plus dense de l'univers, non pas en la fabriquant, mais en construisant un modèle physique qui obéit aux mêmes règles. Une étoile à neutrons miniature, sans masse, sans danger, tenant dans un cylindre refroidi, où l'on pourrait faire varier les paramètres et observer ce que la nature choisit. Si nous y parvenons, une chaîne entière de conséquences s'ouvre. Nous saurions prédire la masse maximale qu'une étoile à neutrons peut atteindre, avant de basculer en trou noir. Nous comprendrions pourquoi certaines fusions d'astres compacts produisent d'énormes quantités d'éléments lourds, tandis que d'autres n'en libèrent presque pas. Nous pourrions relire d'un œil neuf les signaux d'ondes gravitationnelles qui nous parviennent désormais régulièrement, ces frémissements de l'espace-temps qui déforment nos détecteurs d'une fraction de la taille d'un noyau atomique. Il faut d'ailleurs prendre un instant pour mesurer ce que représentent ces détecteurs, car ils appartiennent à la même famille d'exploits. 2 bras de 4 km, sous vide poussé, dans lesquels circulent des faisceaux lumineux. Quand une onde gravitationnelle passe, elle étire un bras et comprime l'autre d'une quantité 1000 fois plus petite qu'un proton. Détecter cela revient à mesurer la distance de la Terre à l'étoile la plus proche, avec une précision équivalente à l'épaisseur d'un cheveu. Et le facteur qui limite ces instruments, à haute fréquence, n'est ni la mécanique ni l'électronique. C'est le bruit quantique de la lumière elle-même, l'incertitude irréductible sur le nombre de photons arrivant à chaque instant. Les équipes ont trouvé une parade qui aurait paru relever du tour de magie il y a quelques décennies. Elles injectent dans les instruments un état de lumière comprimé, un état où l'incertitude est délibérément déplacée d'une grandeur vers une autre, comme on déplacerait une bosse sous un tapis. On accepte de moins bien connaître une propriété dont on n'a pas besoin, pour connaître mieux celle qui compte. Ce n'est pas une astuce d'ingénieur, c'est de la physique quantique appliquée à un instrument de plusieurs kilomètres, et elle a directement augmenté le nombre de collisions cosmiques détectées chaque année. Nous entendons désormais l'univers autrement qu'avec de la lumière. Nous le sentons vibrer. Cette idée de sensibilité extrême nous conduit vers une autre branche, souvent éclipsée par le tapage autour des ordinateurs, et qui pourrait pourtant transformer l'exploration spatiale bien plus tôt, les capteurs quantiques. Le principe repose sur une propriété que les atomes possèdent naturellement et que nous ne pouvons pas améliorer, seulement exploiter. 2 atomes du même élément sont rigoureusement identiques. Un atome de césium, prélevé dans un laboratoire terrestre, est indiscernable d'un atome de césium formé dans une supernova il y a 8 milliards d'années. Cette identité parfaite fait des atomes les étalons les plus fiables que l'univers met à notre disposition. Aucun objet fabriqué par l'humain ne possède cette régularité. Sur cette base, nous avons construit des horloges d'une exactitude qui défie l'intuition. Les meilleures d'entre elles dérivent de moins d'1 seconde sur une durée comparable à l'âge de l'univers. Et cette précision n'est pas un caprice de métrologue.
Elle devient un instrument d'astronomie, parce que le temps n'est pas une toile de fond neutre. Il se déforme avec la gravité. Une horloge placée quelques centimètres plus haut dans un bâtiment tourne mesurablement plus vite qu'une horloge placée plus bas, simplement parce qu'elle se trouve un peu plus loin du centre de la Terre. Cet effet, prédit il y a plus d'un siècle, se mesure aujourd'hui sur la hauteur d'un livre posé sur une table. Portez ce principe dans l'espace, et l'horloge devient un explorateur. Un réseau d'horloges embarquées dans des satellites permettrait de cartographier le champ gravitationnel terrestre avec une finesse inédite, de suivre le déplacement des masses d'eau souterraines, la fonte des calottes, les mouvements profonds du manteau. Le même instrument, tourné vers l'extérieur, pourrait détecter le passage d'objets massifs invisibles, ou traquer d'infimes variations qui trahiraient la présence de matière que nous ne savons pas voir. Car il faut bien le dire, nous ne comprenons pas ce dont l'univers est majoritairement fait. Tout ce que nous avons observé depuis l'invention du télescope, chaque étoile, chaque nébuleuse, chaque galaxie, chaque grain de poussière, ne représente qu'une fraction minoritaire du contenu cosmique. Le reste se manifeste uniquement par son attraction. Les galaxies tournent trop vite pour la matière visible qu'elles contiennent. Leurs bords extérieurs devraient être expulsés comme des passagers d'un manège emballé. Et pourtant, ils tiennent. Quelque chose les retient. Quelque chose de massif, d'invisible, de transparent à la lumière, qui traverse les murs, les planètes et les corps sans laisser de traces. Des expériences entières ont été construites pour tenter d'attraper une seule de ces particules hypothétiques. Des cuves de xénon liquide enfouies sous des kilomètres de roches, refroidies, blindées, surveillées seconde par seconde, dans l'attente d'un éclair minuscule qui signalerait un choc. Pendant des années, ces détecteurs n'ont enregistré que du silence. Un silence qui n'est pas un échec, mais une information. Chaque année, sans signal, élimine des hypothèses, resserre les taux, oblige les théoriciens à imaginer des candidats plus légers, plus discrets, plus étranges. Et c'est ici que les capteurs quantiques changent la donne. Certaines des particules encore envisageables seraient si légères qu'elles ne se comporteraient pas comme des projectiles, mais comme un champ, une onde immense oscillant lentement à travers la galaxie, faisant vibrer très légèrement les constantes fondamentales de la nature. La masse d'un électron pourrait fluctuer d'une quantité infinitésimale, périodiquement, au rythme du passage de cette marée invisible. Aucune expérience classique ne peut détecter cela. Un réseau d'horloges atomiques réparties sur la planète, comparé en permanence, le pourrait. Nous ne chercherions plus un impact, nous chercherions un battement. Imaginez ce que cela signifierait. Découvrir que nous baignons, à chaque instant, dans un océan que nos sens et nos instruments ont ignoré pendant toute l'histoire humaine. Que la galaxie n'est pas un vide parsemé d'étoiles, mais un milieu dense, structuré, dont les étoiles ne sont que l'écume lumineuse. Nous avons déjà vécu ce genre de retournement. Nous croyons la Terre au centre. Nous croyons notre galaxie unique. Nous croyons l'univers statique. Chaque fois, la correction fut humiliante et magnifique. Reprenons le fil du laboratoire, car une autre nuit mérite d'être racontée. Cette fois, ce n'est pas une victoire, c'est une anomalie. Une équipe fait tourner une séquence de calculs destinée à modéliser le comportement d'un ensemble de particules en interaction forte, une version simplifiée de ce qui se produit dans le cœur d'un astre compact. Le résultat sort. Il ne correspond ni aux prédictions théoriques, ni aux erreurs habituelles. Les distributions présentent une structure inattendue, une régularité qui n'aurait pas dû être là. Le premier réflexe, celui qui distingue la science du fantasme, est de soupçonner la machine plutôt que la nature. On refait la mesure. On change l'ordre des opérations. On modifie l'orientation du dispositif. On soupçonne un câble, un couplage parasite, un défaut de calibration. Il faut 3 semaines pour comprendre. La structure venait bien du matériel, d'un couplage indésirable entre 2 éléments voisins que le modèle de contrôle ignorait. L'anomalie n'était pas une découverte physique, mais en la traquant, l'équipe a mis au jour un défaut de conception qui affectait discrètement des dizaines d'expériences antérieures. La correction a amélioré la fidélité de l'ensemble du dispositif de plusieurs %. Ce genre d'histoire ne fait jamais les gros titres, et pourtant c'est de cela qu'est faite la science réelle, une longue négociation avec le bruit, où chaque illusion soigneusement démasquée vaut mieux qu'une conclusion hâtive. Ce réflexe de méfiance est d'autant plus nécessaire que le domaine attire les promesses excessives.
On a annoncé plusieurs fois que telle machine avait accompli en quelques minutes ce qu'un supercalculateur aurait mis des milliers d'années à faire. Puis, des équipes concurrentes, piquées au vif, ont retravaillé les algorithmes classiques et réduit ces milliers d'années à quelques jours. Ce va-et-vient n'est pas une querelle stérile. C'est le mécanisme d'autocorrection qui rend la démarche fiable. Chaque prétention est attaquée, testée, souvent partiellement démolie, et ce qui survit devient solide. Ce qui a survécu, à ce jour, est une conviction technique nuancée. Les machines quantiques ne battront pas les machines classiques sur la majorité des tâches. Elles ne remplaceront rien de ce qui fait tourner votre quotidien. Mais il existe une famille de problèmes, restreintes et précieuses, où elles offrent un avantage qui ne relève pas de la vitesse, mais de la nature même du calcul. Et la simulation de systèmes quantiques, c'est-à-dire de la matière elle-même, est le membre le plus incontestable de cette famille. Or la matière, dans l'espace, se comporte de façon que nous ne savons pas reproduire. Considérez la surface d'une naine blanche, le vestige que deviendra notre Soleil dans quelques milliards d'années après avoir gonflé, avalé ses planètes intérieures et soufflé ses couches externes. Un objet de la taille de la Terre contenant la masse d'une étoile. Là, le champ magnétique de certains de ces astres est des millions de fois plus intense que tout ce que nous pouvons produire. Sous une telle contrainte, les atomes cessent d'être sphériques. Ils s'allongent en aiguille, se déforment, changent de spectre au point que nous avons mis des décennies à identifier des raies observées dans certaines de ces étoiles, faute de savoir à quoi ressemble l'hydrogène dans de telles conditions. Ce n'est pas de l'astronomie exotique, c'est de la chimie que nous ne connaissons pas, parce qu'elle n'existe nulle part sur Terre. Sur une étoile à neutrons fortement magnétisée, la déformation devient extrême. Le vide lui-même acquiert des propriétés optiques, se comporte comme un cristal biréfringent, déviant la lumière selon sa polarisation. Le vide n'est pas rien. Il est un océan de fluctuations, un bouillonnement permanent de paires de particules qui apparaissent et disparaissent avant d'avoir eu le temps d'exister vraiment. Nous le savons parce que ces fluctuations produisent des effets mesurables, y compris de minuscules forces attractives entre deux plaques rapprochées dans une chambre à vide. Simuler ce vide bouillonnant, c'est encore un problème quantique. Le comprendre, c'est comprendre pourquoi les particules ont la masse qu'elles ont, pourquoi les noyaux tiennent ensemble, pourquoi l'univers a la texture qu'il a plutôt qu'une autre. Il y a une autre raison, plus intime, de vouloir maîtriser la chimie dans des conditions extrêmes, et elle tient en une question que l'humanité pose depuis qu'elle lève les yeux. Sommes-nous seuls? Depuis 3 décennies, nous avons détecté des milliers de planètes autour d'autres étoiles. Des mondes de toute taille, dans toutes les configurations imaginables, souvent bien plus étranges que ce que nos modèles prévoyaient. Des géantes gazeuses qui frôlent leur étoile, en bouclant une orbite en moins d'1 jour, chauffées à des températures où le fer se vaporise et retombe en pluie métallique sur la face nocturne. Des planètes recouvertes d'un océan global de plusieurs centaines de kilomètres de profondeur, où l'eau, sous la pression, se transforme en phase exotique, ni vraiment liquide, ni vraiment solide. Des mondes verrouillés par les marées, présentant toujours la même face à leur soleil, avec un hémisphère brûlant, un hémisphère gelé, et une frontière crépusculaire éternelle où toute vie éventuelle serait confinée dans un anneau de lumière rasante. Nous ne voyons presque jamais ces planètes directement. Nous les détectons par les infimes variations qu'elles imposent à leur étoile. Une baisse de luminosité de quelques centièmes de % quand elles passent devant, ou un léger balancement de l'étoile trahissant leur attraction. Les instruments capables de mesurer cela peuvent détecter un mouvement stellaire de quelques dizaines de centimètres par seconde, à des dizaines d'années-lumière. La vitesse d'un promeneur, mesurée sur une boule de gaz située à des milliers de milliards de kilomètres. Puis vient l'étape la plus délicate. Lorsqu'une planète passe devant son étoile, une infime partie de la lumière traverse son atmosphère avant de nous parvenir. Sur ce trajet, certaines longueurs d'onde sont absorbées par les molécules présentes. La lumière qui arrive jusqu'à nous porte donc, imprimée en creux, la signature chimique d'un ciel que nous ne verrons jamais. Un code-barre composé par une atmosphère extraterrestre. Décoder ce code exige de savoir exactement comment chaque molécule absorbe la lumière à chaque température et chaque pression. Nous disposons de bases de données colossales pour cela, construites à partir de mesures en laboratoire et de calculs théoriques. Mais ces bases restent incomplètes
précisément dans les régimes qui nous intéressent le plus. Haute température, mélange inhabituel, molécules complexes. Une erreur dans ces tables, et l'on croit détecter une signature de vie là où il n'y a qu'un défaut de modèle. Cela s'est déjà produit. Des annonces prometteuses, suivies de réanalyses, suivies de rétractations prudentes. Voilà où un simulateur quantique deviendrait un instrument d'astrobiologie. Calculer avec précision les niveaux d'énergie de molécules complexes est exactement le type de problème pour lequel ces machines ont été conçues. Le jour où nous saurons prédire un spectre moléculaire avec une exactitude irréprochable, nos télescopes ne changeront pas, mais leur pouvoir de révélation, si. Nous relirions des données déjà collectées et y trouverions ce que nous n'avions pas su y voir. Et il faut se représenter ce que serait ce moment. Pas une soucoupe dans le ciel, pas un message, simplement une courbe, sur un écran, dans une salle où quelques personnes fatiguées comparent des mesures. Un creux à une longueur d'onde précise, qui ne s'explique par aucun processus géologique connu et qui persiste après vérification, puis après une deuxième vérification, puis après une observation indépendante par un autre instrument. Le silence dans la pièce. La certitude, lente, retardée, presque douloureuse, que quelque part, à des centaines de milliers de milliards de kilomètres, une atmosphère est en train d'être maintenue hors d'équilibre par quelque chose qui respire. Nous n'en sommes pas là. Nous pourrions ne jamais y arriver. Mais chaque progrès dans la modélisation de la matière rapproche ce moment de quelques pas. Puisque nous parlons de distance, il faut aborder le problème que personne ne peut contourner. Communiquer à travers l'espace est d'une lenteur exaspérante et d'une fragilité absurde. Une sonde partie dans les années 70 et qui traverse aujourd'hui le milieu interstellaire émet avec une puissance comparable à celle d'une ampoule de réfrigérateur. Le signal qui atteint la Terre après plus de 20 heures de trajet est si faible qu'il faut des antennes de 70 mètres pour le capter, et l'énergie totale reçue depuis des décennies de communication ne suffirait pas à soulever un flocon de neige. Nous parlons à un objet situé à des dizaines de milliards de kilomètres, avec un murmure, et nous l'entendons. À mesure que nous enverrons des instruments plus loin, ce murmure deviendra plus difficile à distinguer du bruit. Une partie de la solution passe par des méthodes de détection qui exploitent, là encore, les propriétés quantiques de la lumière. Compter des photons uniques, avec un rendement proche de la perfection, discriminer un signal noyé sous le rayonnement de fond, extraire davantage d'informations de chaque particule de lumière reçue. Ce ne sont pas des raffinements théoriques. Ce sont les technologies qui décideront de la portée réelle de nos futures missions. Il existe aussi une motivation plus terrestre. Nos communications reposent sur des systèmes de chiffrement dont la solidité repose sur la difficulté de certains calculs. Il ne s'agit pas d'une impossibilité de principe, mais d'un pari sur le temps. Casser un code prendrait, avec les méthodes connues, un délai si long qu'il en devient sans objet. Ce pari repose sur l'état actuel de nos machines. Une machine d'un genre nouveau pourrait le remettre en cause pour certaines familles de codes. Ce n'est pas une menace imminente. Les estimations sérieuses parlent de machines bien plus grandes et bien plus fiables que tout ce qui existe. Mais l'échéance importe moins qu'on ne le croit, à cause d'une réalité désagréable. Des données interceptées aujourd'hui peuvent être stockées pour être déchiffrées dans 15 ans. Un secret diplomatique, un dossier médical, une archive industrielle n'expirent pas au même rythme qu'un mot de passe. C'est pourquoi des organisations entières migrent déjà vers de nouvelles méthodes conçues pour résister à ces futurs adversaires, un chantier discret, colossal, qui touchera à terme chaque objet connecté de la planète. Et en parallèle, une autre approche se déploie, qui utilise les propriétés de la lumière elle-même pour garantir la confidentialité. L'idée est simple à énoncer. Si l'on encode une information sur des particules de lumière individuelles, toute tentative d'interception laisse une trace, parce qu'observer une particule quantique la modifie inévitablement. On ne protège plus le message par la difficulté d'un calcul, mais par une propriété de la nature. Le problème est que la lumière s'atténue dans une fibre optique. Au-delà de quelques centaines de kilomètres, il ne reste plus rien. Et l'on ne peut pas simplement amplifier le signal, puisque toute amplification revient à mesurer, donc à détruire. La solution est venue d'en haut. Un satellite dédié a démontré qu'il était possible d'établir une liaison de ce type entre deux stations séparées par plus de 1000 km, en passant par l'espace où le vide ne fait pas obstacle. Des paires de particules lumineuses ont été créées à bord,
et envoyée vers 2 points éloignés à la surface du globe, conservant leur lien mutuel malgré la distance. Ce lien mérite une explication, parce qu'il est la propriété la plus contre-intuitive et la plus mal racontée de toute la physique moderne. Lorsque deux particules sont préparées ensemble d'une certaine façon, elles cessent d'avoir des propriétés individuelles bien définies. Elles forment une entité unique décrite par un état commun. Mesurer l'une et le résultat de l'autre devient immédiatement déterminé, quelle que soit la distance qui les sépare. Cela a profondément dérangé les fondateurs de la discipline, qui y voyaient la preuve que la théorie était incomplète, qu'il devait exister des propriétés cachées fixées dès le départ, comme deux gants séparés dans deux valises. Des expériences menées pendant des décennies, de plus en plus rigoureuses, ont tranché. L'explication des gants ne fonctionne pas. Les corrélations observées dépassent ce que permettrait n'importe quel accord préétabli. Le lien est réel, et il ne ressemble à rien de ce que notre intuition sait se représenter. Il faut immédiatement ajouter ce que ce lien ne permet pas, car c'est là que naissent la plupart des malentendus. Il ne permet pas de transmettre un message instantanément. Celui qui mesure sa particule obtient un résultat qui, seul, paraît totalement aléatoire. Il faut comparer les deux séries de résultats, et cette comparaison exige un canal ordinaire, limité par la vitesse de la lumière. Aucun raccourci, aucune conversation instantanée avec une base martienne. La nature nous offre une corrélation extraordinaire, mais elle referme soigneusement la porte à toute violation de la causalité. Cette prudence de la nature, cette manière qu'elle a de nous offrir un prodige, tout en verrouillant les abus qu'on pourrait en tirer, apparaît partout où l'on regarde de près. Et nulle part, elle n'est plus troublante qu'autour des objets qui avalent la lumière. Un trou noir n'est pas un objet au sens habituel. Ce n'est pas une boule de matière très dense. C'est une région d'où rien ne ressort, délimitée par une frontière sans matière, sans température apparente, sans épaisseur, l'horizon. Franchissez-le, et vous ne le sentirez pas nécessairement. Pour les plus massifs, la traversée serait paisible, sans aucune sensation particulière. Rien ne signale la limite. Simplement, à partir de cet instant, tous les chemins possibles de votre futur mènent vers le centre. Ce n'est plus un lieu que vous ne pouvez pas quitter, c'est un moment. Le centre devient votre avenir de la même manière que demain est le nôtre. Nous en avons photographié l'ombre. Une collaboration mondiale a synchronisé des radiotélescopes répartis du Chili à l'Antarctique, transformant la planète entière en un instrument unique, et a reconstruit l'image d'un anneau de lumière entourant le vide au centre d'une galaxie lointaine. Le volume de données produit était tel qu'il fut plus rapide de transporter physiquement les disques durs en avion que de les transmettre par réseau. Il a fallu 2 ans pour assembler cette image. Quand elle est apparue, elle correspondait aux prédictions faites un siècle plus tôt par des équations écrites à la main. Mais un problème redoutable se cache derrière cette réussite, et il oppose frontalement les deux piliers de la physique moderne. D'un côté, la théorie de la gravitation affirme qu'un trou noir est extraordinairement simple. Il se décrit avec 3 nombres seulement: sa masse, sa rotation, sa charge. Que vous l'ayez formé avec des étoiles, des livres, des océans ou des instruments de musique, le résultat final est identique. Toute l'information sur ce qui est tombé dedans semble effacée. De l'autre, la physique quantique affirme que l'information ne peut jamais être détruite. Elle peut être brouillée, dispersée, rendue inaccessible en pratique, mais jamais supprimée. C'est un principe aussi fondamental que la conservation de l'énergie. Tant que le trou noir reste éternel, on peut vivre avec la contradiction en disant que l'information est simplement enfermée. Sauf que les trous noirs ne sont pas éternels. Un raisonnement célèbre, mêlant gravitation et fluctuation du vide, a montré qu'il s'évapore lentement en émettant un rayonnement très faible. Pour un trou noir de masse stellaire, ce processus est d'une lenteur qui dépasse l'entendement, bien plus long que l'âge actuel de l'univers multiplié par un nombre à 50 chiffres. Mais il existe, et à la fin, il ne reste plus rien qu'un rayonnement apparemment sans structure. Alors où est passée l'information? Si elle a disparu, la physique quantique est fausse. Si elle est ressortie, il faut comprendre comment elle a franchi une frontière conçue précisément pour être infranchissable. Ce paradoxe occupe les meilleurs esprits depuis un demi-siècle. Il a produit des idées d'une audace rare, dont la plus déroutante affirme que toute l'information contenue dans un volume d'espace
peut être encodé sur sa surface, comme si la profondeur était une illusion utile, une manière commode de lire une information réellement inscrite sur une frontière à 2 dimensions. Cette perspective a d'abord été formulée pour les trous noirs, puis généralisée à des univers entiers dans des modèles théoriques, et elle constitue aujourd'hui l'un des outils les plus productifs de la physique fondamentale. C'est dans ce cadre qu'un processeur quantique est entré, il y a quelques années, dans une histoire qui a été très largement déformée par les résumés rapides. Une équipe a conçu un modèle mathématique minimal, quelques éléments seulement, dont les équations présentent les mêmes propriétés formelles que le transport d'informations à travers une géométrie déformée. Elle l'a implémenté sur une machine quantique et a observé un phénomène attendu. Une information injectée d'un côté du système ressortait de l'autre côté après un enchaînement précis d'opérations, avec une signature caractéristique. Aucun tunnel n'a été créé, aucun espace-temps n'a été plié. Ce qui a été fait, c'est l'exécution d'un modèle abstrait dont la structure ressemble à celle qui décrit ces géométries. L'annonce initiale a été présentée avec un enthousiasme que la communauté a jugé excessif, et une vague de critiques a suivi, parfois sévère. Certains ont estimé que le modèle avait été simplifié au point de perdre ce qui le rendait intéressant. Le débat a été public, dur et parfaitement sain. Ce qu'il en reste est plus modeste et plus solide que le titre d'origine. Nous disposons désormais d'un banc d'essai où des idées de gravitation quantique peuvent être testées expérimentalement, au lieu de rester confinées au tableau noir. C'est déjà considérable. Pendant un siècle, cette branche de la physique n'avait presque aucun accès à l'expérience. Maintenant, elle en a un, même étroit, même imparfait. Et l'ironie est belle. Pour étudier les objets les plus massifs de l'univers, nous utilisons les systèmes les plus petits et les plus fragiles que nous sachions construire. Il faut mesurer à quel point cette situation est inhabituelle dans l'histoire des sciences. D'ordinaire, la théorie court après l'observation. Ici, pendant des décennies, la théorie a couru toute seule, sans personne pour la contredire. Des générations de chercheurs ont bâti des édifices mathématiques d'une beauté redoutable sans jamais pouvoir les confronter à une mesure. Certains ont passé leur carrière entière à explorer des paysages d'équations dont ils savaient qu'ils ne verraient jamais la vérification. C'est une forme particulière de courage intellectuel, et aussi une forme particulière de risque. Sans le rappel à l'ordre de l'expérience, une discipline peut dériver longtemps sans s'en rendre compte. C'est pourquoi l'apparition d'instruments capables de tester même partiellement ces idées provoque une excitation qu'un observateur extérieur peut trouver disproportionnée. Ce n'est pas la machine qui enthousiasme, c'est la possibilité de se tromper de façon vérifiable. Revenons maintenant vers quelque chose de concret, parce que ces hauteurs conceptuelles risquent de faire oublier que la même technologie sert à des problèmes très terre-à-terre et parfois urgents. L'un d'eux concerne les moteurs. Envoyer 1 kg en orbite basse coûte encore une somme considérable, et l'essentiel de la masse au décollage n'est pas la charge utile, mais le carburant nécessaire pour soulever le carburant. C'est une équation cruelle. Chaque kilo ajouté en réservoir exige davantage de poussée, donc davantage de réservoir. Améliorer légèrement l'efficacité d'un ergol ou la résistance d'un matériau à haute température modifie toute la chaîne. Or, la combustion, la catalyse, le comportement des alliages sous contraintes thermiques extrêmes sont des problèmes de chimie fine, c'est-à-dire des problèmes quantiques. Nous les traitons aujourd'hui avec des approximations calibrées sur l'expérience, ce qui fonctionne tant qu'on reste près de ce qu'on connaît, et devient hasardeux dès qu'on s'en éloigne. Un simulateur capable de prédire fidèlement le comportement d'un matériau avant de le fabriquer réduirait des années de tâtonnement à quelques mois de calcul. Le même raisonnement s'applique aux protections thermiques qui permettent à une capsule de rentrer dans l'atmosphère à plusieurs kilomètres par seconde sans se désintégrer, aux batteries qui doivent tenir des cycles de température allant de -100 à +100 degrés, aux panneaux photovoltaïques dont chaque point de rendement gagné se traduit par des kilos économisés. Rien de tout cela n'est spectaculaire. C'est pourtant la différence entre une mission possible et une mission qui reste sur le papier. Il serait malhonnête, à ce stade, de laisser croire que ces machines sont sur le point de tout résoudre. Elles ne le sont pas, et l'écart entre ce qu'on en dit et ce qu'elles font réellement reste l'un des plus grands de la technologie contemporaine. Commençons par la limite la plus dure à accepter,
celle qui contredit l'image populaire. Une machine quantique n'essaye pas toutes les réponses en même temps pour vous livrer la bonne. Elle explore effectivement un espace immense de possibilités. Mais au moment où l'on regarde le résultat, l'ensemble s'effondre sur une seule réponse, choisie selon des probabilités. Si l'on n'a rien fait de plus, cette réponse est essentiellement du bruit. Autant lancer un dé à 1 milliard de faces. Tout l'art consiste à organiser le calcul de sorte que les mauvaises réponses s'annulent entre elles avant la mesure, et que la bonne ressorte renforcée. C'est le principe d'interférence, le même qui fait apparaître des franges sombres là où deux ondes lumineuses se rencontrent en opposition. Écrire un algorithme quantique, ce n'est pas donner des instructions, c'est chorégraphier des annulations. Et pour la grande majorité des problèmes, personne ne sait comment composer cette chorégraphie. Nous disposons d'une petite bibliothèque de méthodes efficaces, précieuses, mais restreintes. En dehors d'elle, la machine se comporte comme un instrument de musique extraordinaire dont on ne connaît pas encore les partitions. Deuxième limite, la fragilité, dont nous avons déjà parlé, mais dont il faut mesurer les conséquences chiffrées. Sur les meilleures machines actuelles, une opération élémentaire échoue environ 1 fois sur 1000. Cela semble faible. Enchaîner 1 million d'opérations, ce qui est modeste pour un calcul utile, et le résultat est garanti faux. La correction d'erreurs répond à ce problème, mais elle coûte cher. Selon les architectures et les estimations, il faut entre plusieurs centaines et plusieurs milliers d'éléments physiques pour obtenir un seul élément logique digne de confiance. Les problèmes de chimie stellaire les plus ambitieux demanderaient des millions d'éléments physiques. Les machines actuelles en comptent quelques centaines. Troisième limite, le refroidissement, le blindage, l'infrastructure. Une installation de ce type consomme en permanence l'équivalent de la consommation d'un petit immeuble, principalement pour maintenir le froid. Elle occupe une salle entière pour une puce minuscule. Elle exige des équipes spécialisées, des matériaux rares, une maintenance constante. Ce n'est pas un objet que l'on posera sur un bureau, ni que l'on embarquera à bord d'une sonde. L'idée d'un processeur quantique pilotant un vaisseau relève pour l'instant de la fiction. Quatrième limite, plus subtile, la question de savoir si le jeu en vaut la chandelle. Chaque fois qu'un avantage quantique est annoncé, des équipes se mettent à améliorer les méthodes classiques correspondantes et parviennent souvent à réduire fortement l'écart. Ce phénomène est si régulier qu'il porte un nom informel dans la communauté, la déquantification. Une partie des promesses initiales du domaine a été absorbée ainsi, non pas par la fraude, mais par le progrès de la concurrence. Il faut ajouter à ce tableau l'irruption d'un acteur que personne n'avait placé dans cette équation il y a 10 ans. Les méthodes d'apprentissage automatique se sont attaquées, avec un succès inattendu, à des problèmes que l'on considérait comme réservés aux futurs simulateurs quantiques. Prédire le repliement d'une protéine, longtemps tenu pour un défi générationnel, a été largement résolu par des réseaux entraînés sur des structures connues. Des systèmes analogues prédisent aujourd'hui le comportement de matériaux, l'évolution de fluides turbulents, la structure de molécules complexes, avec une précision qui aurait paru fantaisiste il y a peu. Ces méthodes ne comprennent pas la physique, elles reconnaissent des régularités dans des montagnes d'exemples et généralisent. Cela suffit souvent. Cela échoue parfois de façon spectaculaire, précisément dans les cas nouveaux, ceux qui ne ressemblent à rien de connu. Or, les régions les plus intéressantes de l'univers sont exactement celles qui ne ressemblent à rien de connu. L'intérieur d'un astre compact, les premiers instants de l'expansion, la matière sous des champs magnétiques inconcevables. Là où il n'existe pas de données d'entraînement, l'apprentissage statistique n'a rien à apprendre. Une machine qui obéit aux mêmes lois que le phénomène étudié, elle, n'a pas besoin d'exemple. La rivalité annoncée entre ces deux approches est donc largement un faux débat. La combinaison la plus prometteuse les fait travailler ensemble. Des réseaux entraînés pour piloter les séquences de contrôle d'un processeur quantique, pour corriger ses erreurs en temps réel, pour extraire du signal de mesure bruitée, et un processeur quantique fournissant en retour des données de référence là où aucune donnée expérimentale n'existe. L'un apporte la vitesse et l'intuition statistique, l'autre, l'accès à des régimes physiques inaccessibles. Reste une question que ni l'un ni l'autre ne résout, et qui touche à quelque chose de plus profond que la technologie. Nous avons une tendance tenace à croire que la difficulté d'un problème
est proportionnelle à la puissance nécessaire pour le résoudre. Cette croyance est confortable et fausse. Il existe des problèmes que l'on peut énoncer en une phrase et dont la résolution complète dépasserait les ressources de l'univers entier, non par manque de puissance, mais par nature. Voici une manière de s'en convaincre, qui ne demande rien d'autre qu'un peu d'attention. Prenez un échiquier, 64 cases, et imaginez que vous devez placer sur chaque case un jeton pouvant être noir ou blanc. Le nombre de configurations possibles est déjà astronomique, environ 18 milliards de milliards. Un ordinateur rapide pourrait les parcourir en quelques années. Doublons maintenant le plateau. 128 cases. Le nombre de configurations n'est pas doublé, il est élevé au carré. Il devient comparable au nombre d'atomes contenus dans plusieurs milliers de milliards de galaxies. Aucun ordinateur, aucun réseau d'ordinateurs, aucune civilisation disposant de toute l'énergie d'une galaxie ne parcourra jamais cette liste. Non pas dans un temps long. Jamais. Et pourtant, un plateau de 128 cases tient sur une table. C'est cela, l'explosion combinatoire. Et c'est le mur contre lequel butent la plupart des questions intéressantes. La nature, elle, ne parcourt pas la liste. Elle n'a pas besoin d'énumérer. Un cristal qui se forme trouve instantanément sa configuration d'énergie minimale sans essayer les milliards d'arrangements possibles. Une protéine se replie en quelques microsecondes alors que l'exploration exhaustive de ses formes prendrait plus longtemps que l'âge de l'univers. Un rayon lumineux traversant plusieurs milieux emprunte exactement le trajet le plus rapide, comme s'il avait comparé toutes les routes. Ce contraste est fascinant. Il suggère que la nature ne calcule pas comme un employé qui vérifie une à une les lignes d'un registre. Elle procède autrement, par exploration simultanée, par superposition d'alternatives, par annulation des chemins qui se contredisent. Et c'est précisément ce mode de fonctionnement que nous tentons de reproduire dans une puce refroidie. Non pas pour aller plus vite, pour arrêter de traduire. Voilà peut-être la meilleure façon de comprendre ce qui se joue. Depuis toujours, nous décrivons l'univers dans un langage qui n'est pas le sien. Nous traduisons des phénomènes continus, entremêlés, probabilistes, en séquences discrètes d'instructions. Comme toute traduction, celle-ci perd quelque chose. Elle fonctionne remarquablement bien pour les textes simples et devient impraticable pour les textes complexes. Une machine quantique ne traduit pas. Elle parle la même langue que ce qu'elle étudie. Il y a une conséquence de tout cela qui dépasse la technique et qui, une fois comprise, ne se laisse plus oublier. Regardez le ciel une nuit claire, loin des villes. Vous verrez quelques milliers d'étoiles, une bande laiteuse traversant la voûte, peut-être une tache floue qui est en réalité une galaxie entière contenant 1000 milliards de soleils. Cette structure, cette répartition inégale de matière, ces amas et ces vides, cette architecture à grande échelle qui ressemble à une toile d'araignée cosmique lorsqu'on la cartographie sur des milliards d'années-lumière, tout cela a une origine. Et cette origine est microscopique. Dans les tout premiers instants, l'univers observable était plus petit qu'un atome et rempli d'une énergie uniforme. Uniforme, mais pas parfaitement. Il ne pouvait pas l'être, parce qu'aucun champ ne peut avoir une valeur exactement constante. Les fluctuations quantiques l'interdisent. À cette échelle, le vide bouillonne en permanence. Des irrégularités apparaissent et disparaissent sans cesse. Puis, selon le scénario le mieux étayé, une phase d'expansion d'une violence inouïe a étiré l'espace d'un facteur colossal en une fraction de seconde, inconcevablement brève. Cet étirement a figé les fluctuations. Ce qui était une ondulation microscopique du vide s'est retrouvé étalé sur des distances astronomiques, gelé, incapable de se résorber. Ces irrégularités sont devenues des zones légèrement plus denses que la moyenne. La gravité a fait le reste, patiemment, pendant des milliards d'années. Les zones denses ont attiré davantage de matière, sont devenues plus denses encore, ont formé des filaments, des nœuds, puis des galaxies, puis des étoiles, puis des planètes. Autrement dit, la disposition des galaxies dans le ciel est l'image agrandie d'un frémissement quantique, survenu quand l'univers tenait dans un espace plus petit qu'un noyau atomique. Nous vivons à l'intérieur d'une fluctuation devenue immense. La galaxie qui nous abrite existe parce qu'à un instant donné, dans une région infinitésimale, l'énergie était très légèrement supérieure à celle de son voisinage. Cette affirmation n'est pas une image poétique, elle est mesurée. La carte du rayonnement fossile,
Cette lumière libérée, lorsque l'univers est devenu transparent, quelques centaines de milliers d'années après le début, montre des variations de température de l'ordre du 100 millième de degré, réparties selon un motif d'une régularité statistique remarquable. Ce motif correspond, avec une précision qui donne le vertige, à ce que prédit l'agrandissement de fluctuations quantiques primordiales. La courbe théorique et la courbe observée se superposent sur une dizaine d'oscillations successives. Peu de prédictions dans l'histoire des sciences ont été confirmées avec cette finesse. Alors quand on demande à quoi peuvent bien servir des machines qui manipulent des états quantiques, la réponse la plus directe est celle-ci: à comprendre le mécanisme même par lequel notre existence est devenue possible. Le petit n'est pas une curiosité annexe. Le petit est l'origine. Le grand n'en est que la conséquence dilatée. Cette perspective change la façon dont on regarde une nuit étoilée. Chaque amas de galaxies devient l'ombre agrandie d'un tremblement primordial. Chaque vide cosmique, ces régions de centaines de millions d'années-lumière, presque dépourvues de matière, correspond à une région où l'énergie était très légèrement plus faible. La toile cosmique est une photographie développée, agrandie, du premier instant. Reste que nous ignorons énormément de choses sur cette période. Nous ne savons pas ce qui a déclenché l'expansion accélérée, ni ce qui l'a arrêtée. Nous ne savons pas pourquoi il y a de la matière plutôt qu'un mélange équilibré de matière et d'antimatière qui se serait entièrement annihilé, ne laissant qu'un océan de lumière et personne pour le contempler. Ce déséquilibre est infime. Pour chaque milliard de particules d'antimatière, il y avait 1 milliard et une particule de matière. Tout ce qui existe aujourd'hui, chaque étoile, chaque planète, chaque être vivant, provient de ce résidu d'une part sur 1 milliard. Comprendre pourquoi cette asymétrie existe est l'un des grands chantiers ouverts, et il touche encore à des questions de physique des particules que nos calculs classiques peinent à traiter. Certaines simulations préliminaires sur des processeurs quantiques ont déjà exploré des versions simplifiées de ces mécanismes, avec des systèmes de quelques dizaines d'éléments seulement. Les résultats ne bouleversent rien pour l'instant. Mais ce sont les premiers pas d'une méthode qui n'existait pas. Il faut aussi accepter une chose désagréable. Une part de ce que nous croyons savoir sera probablement révisée. C'est arrivé si souvent qu'il serait naïf de penser que nous sommes arrivés au bout. On a longtemps cru l'univers statique, jusqu'à ce que l'on découvre que les galaxies s'éloignent. On a cru l'expansion en train de ralentir sous l'effet de la gravité, ce qui semblait évident, jusqu'à ce que des mesures sur des explosions stellaires lointaines révèlent qu'elle accélère. Cette accélération reste inexpliquée. Nous lui avons donné un nom, ce qui ne constitue pas une explication, mais permet de continuer à travailler. Et il y a mieux, ou pire, selon le tempérament. 2 méthodes différentes de mesurer la vitesse d'expansion actuelle donnent 2 résultats qui ne coïncident pas. L'écart est faible en apparence, mais il dépasse largement les incertitudes annoncées, et il résiste depuis plus d'une décennie à tous les efforts pour le réduire. On a vérifié les instruments, refait les calibrations, changé les méthodes, croisé les approches. La différence tient bon. Soit une erreur systématique se cache quelque part, soit quelque chose manque dans notre description de l'univers. C'est le genre de situation qui, historiquement, précède les révolutions. Un petit désaccord persistant, ignoré par beaucoup, qui finit par ouvrir une brèche. La physique du XXe siècle est née de 2 anomalies comparables, un rayonnement thermique qui refusait de suivre la théorie et une expérience sur la lumière qui donnait obstinément le mauvais résultat. 2 détails. Ils ont fait s'écrouler 2 siècles de certitude. Peut-être que le désaccord actuel n'est qu'une erreur de mesure. Peut-être qu'il annonce quelque chose. Personne ne le sait, et c'est exactement pour cela que le métier vaut la peine d'être exercé. Revenons une dernière fois dans la salle blanche, parce qu'il faut dire quelque chose sur les gens qui y travaillent. On imagine volontiers des génies solitaires devant des tableaux couverts d'équations. La réalité ressemble davantage à un atelier d'horlogerie doublé d'un chantier naval. Il y a des personnes qui passent leur journée à souder des connexions, à traquer des fuites d'hélium, à réécrire des scripts de calibration, à documenter des procédures pour que le collègue de nuit puisse reprendre le travail sans tout casser. Il y a des semaines entières perdues à cause d'un connecteur défectueux. Il y a des expériences ratées, parce qu'un chantier a démarré à 200 mètres, et que les vibrations du sol ont suffi à ruiner 3 jours de mesure. Et il y a, de temps en temps, un moment où tout fonctionne.
où le dispositif tient, où le signal sort propre, où la courbe correspond à la prédiction. Ce moment ne dure pas. On le note, on le vérifie, on passe à la question suivante. Mais c'est pour lui que les gens restent. Sortons de la salle blanche et allons voir ce que ces outils pourraient devenir une fois lancés loin de la Terre, parce que c'est là que le récit prend une autre ampleur. Naviguer dans le système solaire est plus difficile qu'on ne l'imagine. Une sonde ne se dirige pas comme un véhicule. Elle tombe, en permanence, sur une trajectoire courbée par la gravité de plusieurs corps à la fois. Pour la piloter, il faut connaître sa position et sa vitesse avec une précision extrême, et cette connaissance vient presque entièrement de la Terre, par échange de signaux radio. On mesure le temps aller-retour, on mesure le décalage en fréquence dû au mouvement, et l'on reconstruit la trajectoire. Ce système fonctionne remarquablement bien à l'échelle du système solaire intérieur. Il devient pénible plus loin. Un signal met des heures à faire l'aller-retour vers les planètes extérieures, ce qui interdit toute correction rapide. Et les antennes capables de dialoguer avec ces engins se comptent sur les doigts d'une main, saturées, réservées des mois à l'avance, arbitrant entre des missions concurrentes. Un instrument capable de mesurer son propre mouvement, sans référence extérieure, changerait cette dépendance. C'est exactement ce que promettent les capteurs à atomes froids. On piège des atomes, on les refroidit jusqu'à des températures où ils cessent presque de bouger, puis on les met dans une superposition de deux trajectoires légèrement différentes. En recombinant ces trajectoires, on obtient un motif d'interférence qui dépend de l'accélération subie par l'ensemble. Le résultat est un accéléromètre dont l'étalon n'est pas une pièce mécanique susceptible de vieillir, mais une propriété atomique immuable. Des prototypes fonctionnent déjà en laboratoire, et certains ont volé en microgravité lors de vols paraboliques et à bord de stations orbitales. Ils sont encore encombrants, gourmands, capricieux, mais la trajectoire est claire, et l'enjeu considérable, une sonde capable de connaître sa position en s'appuyant sur sa propre physique interne, devient beaucoup plus autonome. Elle peut réagir seule, décider seule, corriger seule. Cette autonomie n'est pas un luxe. Elle deviendra une nécessité si nous voulons explorer sérieusement les mondes glacés du système solaire externe. Sous la croûte de certaines lunes, il existe des océans d'eau liquide, maintenus par les forces de marée qui pétrissent l'intérieur de ces astres à chaque orbite. L'un d'eux contient probablement plus d'eau liquide que tous les océans terrestres réunis. Un autre projette dans l'espace des panaches de vapeur jaillissant de fractures polaires, et une sonde a traversé ces panaches, y détectant des molécules organiques et des indices d'activité hydrothermale au fond de cet océan. Ce sont, aujourd'hui, les endroits les plus prometteurs pour chercher une biologie ailleurs. Pas les planètes rocheuses, tièdes, que l'on imagine spontanément, mais des lunes glacées, perdues loin de la lumière, chauffées de l'intérieur par le pétrissage gravitationnel de leurs planètes géantes. Y accéder est une entreprise redoutable. Il faudrait poser un engin sur une surface fracturée, à des températures de moins 150 degrés, puis creuser à travers plusieurs kilomètres de glace, en communiquant à travers cette même glace, avec un délai de plus d'1 heure vers la Terre. Aucune assistance en temps réel. La machine devra décider seule quoi faire face à l'imprévu. Et si elle trouve quelque chose, il faudra le prouver. C'est peut-être le plus difficile. Distinguer une molécule produite par un processus vivant d'une molécule produite par une chimie minérale exige une précision analytique extrême et un modèle théorique fiable de ce que la chimie non biologique peut produire dans ces conditions. Encore un problème de simulation quantique. Encore une frontière où le très petit décide de ce que nous pourrons affirmer sur le très lointain. Poussons plus loin, jusqu'à la limite de ce que nous osons envisager. Le système solaire ne s'arrête pas à la dernière planète. Il se prolonge par un immense réservoir de corps glacés, un nuage sphérique dont la limite extérieure se situe peut-être à 1 année-lumière du Soleil. C'est de là que viennent certaines comètes à longue période, ces objets qui plongent vers nous après des millions d'années de dérives silencieuses, chauffent, se parent d'une queue lumineuse, puis repartent, pour ne revenir qu'après des durées dépassant l'histoire humaine. Traverser cette région prendrait, avec nos technologies actuelles, plusieurs dizaines de milliers d'années. Les objets les plus rapides jamais lancés par l'humanité mettraient environ 75 000 ans pour couvrir la distance qui nous sépare de l'étoile la plus proche, à condition d'aller dans la bonne direction, ce qui n'est pas le cas.
ces chiffres sont brutaux, et ils ont un effet salutaire. Ils remettent à leur place les fantasmes de conquête rapide. L'espace n'est pas un océan à traverser en quelques mois. C'est un vide dont les proportions dépassent les intuitions bâties par une espèce qui a passé son histoire à marcher. Pour se représenter l'échelle, il faut réduire. Imaginez le Soleil ramené à la taille d'une orange posée sur une table. La Terre serait un grain de sable à 10 mètres. La dernière planète géante serait un petit pois à 300 mètres. Et l'étoile la plus proche serait une autre orange, posée à 2700 km de là. Entre les deux, sur toute cette distance, presque rien. Quelques atomes d'hydrogène par centimètre cube, un vide plus poussé que tout ce que nos meilleures pompes peuvent produire. Voilà pourquoi les projets sérieux d'exploration interstellaire n'envisagent plus de vaisseaux, mais des objets minuscules, de la taille d'une puce, poussés par des faisceaux lumineux depuis la Terre. Une voile de quelques mètres, une charge utile de quelques grammes, accélérée pendant quelques minutes, jusqu'à une fraction respectable de la vitesse de la lumière. Pas de freinage à l'arrivée. Une traversée du système visé en quelques heures, quelques images, puis un signal renvoyé pendant les décennies suivantes par un émetteur de la puissance d'une lampe de poche. Tout dans ce concept repose sur des matériaux et des capteurs que nous ne savons pas encore fabriquer. La voile doit réfléchir la lumière presque parfaitement, sous peine de fondre en quelques secondes. Elle doit rester stable dans le faisceau au lieu de partir en vrille. L'électronique doit survivre à des impacts avec des grains de poussière rencontrés à 1/5 de la vitesse de la lumière, où un grain de la taille d'un point sur une page libère l'énergie d'une petite explosion. Là encore, la conception de tels matériaux revient à comprendre le comportement de la matière à l'échelle atomique dans des régimes extrêmes. Là encore, le simulateur devient un outil d'exploration. Il y a quelque chose de profondément cohérent dans ce constat, et qui revient comme un motif tout au long de cette histoire. Chaque fois que nous voulons aller plus loin dehors, nous sommes obligés d'aller plus loin dedans. L'exploration de l'immensité passe par la maîtrise de l'infime. Ce n'est pas une coïncidence. C'est la structure même de la réalité qui l'impose, puisque le grand est fait de petit et hérite de ses règles. Cette histoire ne serait pas complète si l'on passait sous silence les événements qui viennent, de temps en temps, bousculer la routine et rappeler que l'univers garde des surprises. En automne 2017, un télescope hawaïen repère un point mobile dont la trajectoire ne colle avec rien de connu. Les objets du système solaire suivent des orbites fermées autour du Soleil. Celui-ci arrive de l'extérieur, à une vitesse trop élevée pour être retenu, traverse et repart. C'est le premier visiteur interstellaire jamais observé. Il a voyagé pendant des millions d'années à travers le vide avant de croiser notre chemin, et il ne reviendra pas. Le temps de l'identifier, il s'éloignait déjà. Quelques semaines d'observation, une poignée de télescopes mobilisés en urgence, et il devenait trop faible pour être suivi. Ce qu'on en a tiré est fragmentaire et déroutant. Sa luminosité variait fortement, suggérant une forme très allongée ou très aplatie, inhabituelle pour un corps naturel. Il ne montrait aucune queue de comète, et surtout, sa trajectoire présentait une accélération légère qui ne s'expliquait pas seulement par la gravité. Des hypothèses ont fusé, certaines audacieuses. La plus discutée dans les médias imaginait un artefact d'origine technologique. La communauté scientifique, dans sa grande majorité, a préféré des explications naturelles. Un dégazage invisible, un fragment issu de la destruction d'un corps plus grand par les forces de marée d'une étoile, un objet composé de glace exotique qui se sublime sans produire de poussière visible. Ce qui compte ici n'est pas la réponse, que nous n'avons pas et n'aurons peut-être jamais. C'est la démarche. Face à une observation étrange, la tentation est immense de sauter à la conclusion la plus spectaculaire. La discipline consiste à épuiser d'abord tout ce qui est ordinaire, et à ne conclure à l'extraordinaire que lorsque rien d'autre ne tient. Cette lenteur volontaire est ce qui rend la science digne de confiance. Elle a aussi un coût émotionnel réel. Il faut renoncer, encore et encore, à la version la plus excitante de l'histoire. 2 ans plus tard, un second visiteur interstellaire fut détecté, celui-là parfaitement conforme à ce qu'on attend d'une comète, avec sa chevelure et sa queue. Il n'a intéressé presque personne en dehors des spécialistes, ce qui en dit long sur nos appétits. Ces visiteurs posent une question troublante par sa simplicité. Si 2 ont été repérés en quelques années par des instruments encore modestes,
combien traversent le système solaire sans que nous les voyions. Les estimations suggèrent qu'à tout instant, plusieurs objets d'origine interstellaire se trouvent à l'intérieur de l'orbite de la dernière planète. Nous vivons dans un carrefour, et nous ne le savons que depuis quelques années. D'autres mystères, plus lointains, résistent avec la même obstination. Depuis une dizaine d'années, nous détectons des bouffées d'ondes radio d'une brièveté extrême, quelques millièmes de seconde, en provenance de galaxies situées à des milliards d'années-lumière. En cet instant infime, elles libèrent autant d'énergie que le Soleil en plusieurs jours. La plupart ne se répètent jamais. Certaines reviennent, parfois selon des cycles réguliers. Pendant des années, leur origine fut totalement inconnue. On a proposé des dizaines de scénarios, dont certains impliquaient des phénomènes que la physique connue peinait à accommoder. Puis, une bouffée est arrivée de notre propre galaxie, assez proche pour être localisée précisément, et elle provenait d'une étoile à neutrons dotée d'un champ magnétique monstrueux, un astre dont la surface se réorganise brutalement en libérant des quantités d'énergie inconcevables. Le mystère n'est pas entièrement résolu, car toutes ces bouffées ne se ressemblent pas et plusieurs mécanismes coexistent probablement. Mais l'essentiel a basculé du côté des explications naturelles, comme presque toujours. C'est une régularité historique frappante. Chaque signal inexpliqué du ciel a fini par trouver une cause physique, souvent plus intéressante que les scénarios spéculatifs qu'on lui avait prêtés. Un signal périodique découvert dans les années 60 fut d'abord surnommé par plaisanterie du nom d'une civilisation hypothétique, avant de révéler l'existence des pulsars, ces phares stellaires tournant sur eux-mêmes, dont l'existence même était plus extraordinaire que l'hypothèse initiale. L'univers n'a pas besoin d'être artificiel pour être stupéfiant. Et pour mesurer à quel point, il suffit de se projeter en avant. Le Soleil brille depuis 4,5 milliards d'années et continuera pendant environ 5 milliards d'années encore. Il ne s'éteindra pas doucement. Il gonflera, en avalant peut-être les planètes intérieures, puis expulsera ses couches externes dans une bulle lumineuse et laissera derrière lui une braise dense de la taille de la Terre, qui refroidira ensuite pendant des durées sans commune mesure avec tout ce que nous savons compter. À plus grande échelle encore, notre galaxie entrera en collision avec sa grande voisine dans environ 4 milliards d'années. Le mot collision est trompeur. Les étoiles sont si espacées qu'aucune ne se heurtera probablement. Ce sont les nuages de gaz qui se percuteront, déclenchant une flambée de formations stellaires, et les deux structures spirales se déformeront lentement, fusionnant en une seule galaxie elliptique, après un balai de plusieurs centaines de millions d'années. Plus loin encore, l'expansion accélérée continuera d'écarter les galaxies lointaines. Un jour, dans un futur si éloigné qu'aucun mot ne le rend, les objets extérieurs à notre groupe local auront disparu de l'horizon observable. Des observateurs vivant à cette époque, s'il en existe, découvriront un univers réduit à une seule galaxie, entouré d'obscurité totale. Ils n'auront aucun moyen de savoir que l'espace fut un jour rempli de milliers de milliards de galaxies. L'information sera devenue physiquement inaccessible. Cette pensée mérite qu'on s'y arrête. Nous vivons à une époque privilégiée pour observer. Le rayonnement fossile est encore détectable. Les galaxies lointaines sont encore visibles. Les traces de l'histoire cosmique sont encore lisibles. Ce ne sera pas toujours le cas. La fenêtre par laquelle nous regardons est en train de se refermer, très lentement, à l'échelle des milliards d'années. Nous sommes arrivés pendant l'ouverture. Il reste une question de fond, celle qui décide de la façon dont toute cette aventure sera racontée dans 50 ans. Nous avons un rapport étrange à la complexité. Nous prétendons l'admirer, et en pratique nous la fuyons. Notre cerveau a été façonné pour repérer des régularités dans un environnement où survivre exigeait des décisions rapides. Une forme dans les hautes herbes, un bruit derrière soi, un changement de couleur du ciel. Cette machinerie est excellente pour trouver des motifs, y compris là où il n'y en a pas. Elle est catastrophique pour évaluer des probabilités, des échelles, des durées. Demandez à quelqu'un de se représenter 1 million, puis 1 milliard. Les deux mots se ressemblent. Pourtant, 1 million de secondes représente environ 11 jours, tandis qu'1 milliard de secondes dépasse 31 ans. Le langage nous trahit en donnant aux deux nombres la même longueur sonore. Presque tous les malentendus sur le cosmos viennent de là, d'une incapacité physiologique à sentir les grandeurs dont nous parlons. Cette même limite explique la manière dont nous avons construit nos outils. Nous avons conçu des machines qui résolvent les problèmes que nous savions poser,
avec les méthodes que nous savions décrire. Elle nous ressemble. Elle procède par étapes ordonnées, comme une pensée verbalisée, parce que c'est ainsi que nous pensons quand nous pensons délibérément. Il ne faut pas s'étonner qu'elles échouent devant des phénomènes qui ne fonctionnent pas ainsi. Le tri par catégorie, la mise en séquence, la réduction à quelques variables, ces gestes ne sont pas des propriétés de l'univers. Ce sont nos manières de le rendre gérable. Et elles fonctionnent, remarquablement bien, tant qu'on reste dans le domaine où elles ont été forgées. Une trajectoire de projectile, un circuit électrique, un pont, une orbite, autant de situations où quelques variables suffisent, parce que le reste se compense ou se néglige. Le problème apparaît quand tout compte, quand chaque élément influence chaque autre, quand aucune moyenne ne représente fidèlement l'ensemble, quand la réponse dépend de corrélations plutôt que de valeurs individuelles. C'est le cas dans un noyau atomique, c'est le cas dans un fluide turbulent, c'est le cas dans le cœur d'une étoile en train de mourir, c'est le cas dans le climat, dans les écosystèmes, dans le cerveau. Face à cela, deux attitudes sont possibles. La première consiste à décréter que ces systèmes sont hors d'atteinte et à s'en détourner. La seconde consiste à changer d'outil. Le pari des simulateurs quantiques appartient à la seconde attitude, et il repose sur une intuition qui mérite d'être formulée clairement. Plutôt que d'essayer de faire tenir la nature dans nos catégories, construisons des dispositifs qui obéissent aux mêmes contraintes qu'elle, et laissons-les faire ce qu'elle fait. Ce n'est pas un abandon de la compréhension, c'est un déplacement du lieu où la compréhension se produit. Nous ne comprendrons peut-être jamais intuitivement ce qui se passe dans une superposition de milliards d'états. Mais nous pouvons comprendre les règles qui la gouvernent, prédire ce qui en sortira et vérifier expérimentalement. Il faut néanmoins garder la tête froide sur ce que cela signifie concrètement dans les années à venir. Voici, sans emballement, ce qui paraît crédible. À court terme, les avancées les plus solides ne viendront pas des ordinateurs, mais des capteurs, des horloges plus précises, des gravimètres capables de détecter une cavité souterraine depuis la surface, des magnétomètres si sensibles qu'ils mesurent les champs produits par l'activité neuronale sans contact. Ces instruments existent déjà, quittent progressivement les laboratoires et transformeront la géophysique, la navigation, la médecine et l'observation spatiale bien avant qu'un processeur quantique ne résolve un problème industriel. À moyen terme, les premières simulations réellement utiles porteront sur des systèmes de taille modeste, des molécules d'une vingtaine d'atomes en configuration difficile, des matériaux magnétiques dont le comportement collectif résiste aux méthodes classiques, des réactions catalytiques que l'on ne sait modéliser qu'approximativement, peu spectaculaires, vues de l'extérieur. Décisif pour ceux qui travaillent dessus. À plus long terme, si la correction d'erreurs tient ses promesses, viendront les problèmes qui justifient tout cet effort. La matière nucléaire dense, les mécanismes de la fusion stellaire dans leurs détails, les processus de formation des éléments lourds, peut-être certains aspects de la gravitation quantique. Ces échéances se comptent en décennies, pas en années, et toute annonce plus optimiste mérite d'être examinée avec méfiance. Enfin, il existe un scénario que personne n'aime évoquer et qui reste possible, que les obstacles techniques se révèlent plus tenaces que prévu et que les machines à grande échelle n'arrivent jamais. Ce ne serait pas la première fois qu'une technologie prometteuse se heurte à un plafond physique. L'histoire est remplie de voies qui semblaient ouvertes et qui se sont refermées. Même dans ce cas, les retombées seraient considérables, car les efforts consacrés au contrôle de la matière à cette échelle ont déjà produit des instruments de mesure sans équivalent. Mais il y a une raison sérieuse de penser que la voie restera ouverte, et elle tient à un argument d'une élégance rare. L'univers lui-même exécute déjà ce calcul. Chaque atome, chaque interaction, chaque particule maintient en permanence un état quantique complexe sans jamais faire d'erreur fatale. La nature parvient à préserver la cohérence là où il le faut et à la laisser se dissiper ailleurs. Ce n'est donc pas physiquement impossible. C'est seulement très difficile à reproduire dans un objet fabriqué. Cette remarque conduit à une image qui accompagne le domaine depuis ses débuts et qu'il faut manier avec précaution. On dit parfois que l'univers est lui-même une immense machine à calculer. Chaque interaction constituant une opération élémentaire, l'ensemble évoluant instant après instant selon des règles fixes. L'image est féconde. Elle rappelle que l'information n'est pas une abstraction posée sur la réalité, mais une grandeur physique.
avec un coût énergétique mesurable. Effacer un bit d'information dégage une quantité de chaleur minuscule mais réelle, et cette limite a été vérifiée expérimentalement. L'information a un poids thermodynamique. Elle appartient au monde matériel. Mais l'image a ses limites, et il serait imprudent de la prendre pour une description littérale. Dire que l'univers calcule, c'est appliquer au tout un concept forgé par nous, pour nos besoins, à partir de nos outils. Chaque époque a fait cela. On a comparé le cosmos à une horlogerie, quand l'horlogerie représentait le sommet de la technique, puis à une machine à vapeur, puis à un réseau télégraphique, puis à un ordinateur. Chaque comparaison a éclairé quelque chose et masqué autre chose. La prudence consiste donc à garder la métaphore comme instrument de travail sans la transformer en vérité. Elle nous aide à formuler des questions précises. Elle ne nous dit pas ce qu'est réellement l'univers. Il faut d'ailleurs préciser une chose, que les récits simplifiés effacent presque toujours. Il n'existe pas une seule façon de construire ces machines. Plusieurs familles de dispositifs coexistent, très différentes, et personne ne sait encore laquelle l'emportera. La première repose sur des circuits supraconducteurs gravés, comme des puces classiques, refroidis à l'extrême. Ils sont rapides, faciles à fabriquer en série, et c'est l'approche qui a produit les prototypes les plus visibles. Leur faiblesse est la fidélité. Ils oublient vite. La deuxième piège des atomes individuels, maintenus en lévitation dans le vide par des champs électriques, et les manipule avec des faisceaux lumineux. Ces atomes sont d'une stabilité remarquable, puisqu'ils sont rigoureusement identiques et ne vieillissent pas. En revanche, les opérations sont lentes et l'assemblage de grands ensembles reste ardu. Une troisième famille utilise des atomes neutres disposés en réseaux réguliers par des pinces optiques, formant des grilles de plusieurs centaines d'éléments arrangés à volonté, comme des billes posées sur une table invisible. Cette approche a progressé de façon spectaculaire ces dernières années et se révèle particulièrement adaptée à la simulation de matériaux. Une quatrième mise sur la lumière elle-même en faisant circuler des photons dans des circuits optiques. L'avantage est considérable. Les photons interagissent peu avec leur environnement, donc ils oublient lentement, et le dispositif peut fonctionner à température ambiante. L'inconvénient est symétrique. Puisqu'ils interagissent peu, il est difficile de les faire dialoguer entre eux. Il existe enfin des approches plus spéculatives, qui cherchent à encoder l'information dans des propriétés collectives d'un matériau si robuste qu'une perturbation locale ne pourrait pas les altérer. Si cette voie aboutissait, elle réduirait massivement le coût de la correction d'erreurs. Elle est explorée depuis 2 décennies avec des résultats encore incertains et plusieurs annonces retirées après vérification. Cette diversité est le signe d'un domaine encore jeune. Au premier temps de l'informatique, on a construit des machines à tubes, à relais, à tore magnétique, avant qu'une architecture ne s'impose. Nous en sommes à ce stade, avec cette différence que chaque famille apporte des enseignements physiques utiles, indépendamment de son avenir industriel. Et toutes, sans exception, partagent le même adversaire, le monde extérieur. Chaque vibration, chaque photon parasite, chaque fluctuation de champ magnétique constitue une tentative de la réalité pour ramener le système dans le rang. Ce que ces laboratoires construisent, au fond, ce sont des abris, des poches minuscules et coûteuses, où la nature est autorisée à rester indécise un peu plus longtemps que d'habitude. Il y a une beauté discrète dans cette idée. Nous passons notre temps à vouloir stabiliser, fixer, mesurer, définir. Ici, l'effort consiste exactement à l'inverse. Protéger l'indécision, retarder le moment où le système doit choisir. Toute la difficulté technique tient dans cette inversion. Et lorsque le moment de la mesure arrive enfin, lorsque l'on regarde et que l'ensemble s'effondre sur une réponse unique, quelque chose se joue qui reste, aujourd'hui encore, mal compris. Pourquoi une possibilité plutôt qu'une autre? Selon quelle règle exacte, le passage se fait-il du multiple au singulier? Plusieurs interprétations coexistent. Elles font l'objet de débats vigoureux depuis presque un siècle, et aucune expérience n'a encore permis de trancher entre elles. Ce n'est pas un détail gênant relégué en bas de page. C'est un trou béant au centre de la théorie la plus précise que nous ayons jamais écrite. Nous savons calculer les probabilités avec une exactitude inégalée dans toute l'histoire des sciences. Nous ne savons pas dire ce qui se passe réellement au moment où l'une d'elles se réalise. Travailler avec des machines quantiques
C'est donc manipuler quotidiennement un phénomène dont personne ne possède l'explication complète. Les ingénieurs vivent d'avec, les théoriciens en discutent le soir, et le dispositif, lui, fonctionne, indifférent à nos débats. Ce qui nous ramène, une dernière fois, à ce cylindre doré suspendu dans le froid. Il faut se représenter la scène telle qu'elle est vraiment, sans effet. Une salle éclairée au néon, des câbles regroupés en faisceaux le long des murs, le ronronnement continu des pompes, une odeur métallique. Sur les écrans, des courbes qui n'ont rien de poétique, des gens en blouse qui parlent à voix basse, non par solennité, mais par habitude, parce qu'il faut entendre les alarmes. Et au centre de tout cela, quelques circuits refroidis à un niveau que la nature n'atteint nulle part, maintenus dans un état que la moindre distraction du monde extérieur suffirait à détruire, en train de reproduire, à toute petite échelle, la logique selon laquelle les étoiles fabriquent la lumière. Il y a dans ce contraste quelque chose qui résume assez bien l'aventure humaine. Nous sommes des êtres fragiles, installés sur une planète mineure, autour d'une étoile ordinaire, dans une galaxie parmi des milliers de milliards. Notre vue ne perçoit qu'une bande infime du spectre lumineux. Notre mémoire est peu fiable, notre intuition régulièrement trompeuse, notre durée de vie ridicule à côté du plus lent des processus cosmiques. Et pourtant, nous avons déterminé l'âge de l'univers. Nous avons mesuré la composition d'étoiles que nous ne visiterons jamais. Nous avons entendu la vibration produite par la fusion de 2 trous noirs à 1 milliard d'années-lumière. Nous avons photographié l'ombre d'un objet dont rien ne s'échappe. Nous avons reconstitué les premières minutes d'un événement survenu 13 800 millions d'années avant notre naissance, et vérifié la prédiction en comptant les atomes légers dans des nuages lointains. Nous n'avons pas fait cela grâce à des sens exceptionnels. Nous l'avons fait en construisant des instruments qui compensent nos limites, et en acceptant, encore et encore, que la réalité ne ressemble pas à ce que nous avions imaginé. C'est cela, la véritable leçon des machines quantiques. Elles ne sont pas seulement des outils plus puissants. Elles sont l'aveu que nos catégories habituelles ne suffisent plus, et la décision de continuer quand même, en changeant d'approche, plutôt qu'en renonçant à la question. Elles ne diront pas pourquoi il existe quelque chose plutôt que rien. Elles ne donneront pas de sens. Elles ne remplaceront ni la contemplation, ni le silence d'une nuit d'été loin des lumières. Ce qu'elles apportent est plus modeste, et à sa manière, plus durable, la possibilité de poser des questions plus précises. Car c'est ainsi que la connaissance progresse. Non par illumination soudaine, mais par raffinement progressif des questions. Une bonne question vaut 1000 réponses approximatives. Et chaque instrument nouveau, chaque télescope, chaque détecteur, chaque simulateur, sert d'abord à formuler des questions qui étaient inaccessibles la veille. Il y a 4 siècles, une lunette rudimentaire braquée vers le ciel a montré que le soleil portait des taches, que la lune avait des montagnes, que d'autres mondes avaient leurs propres satellites. Ces observations ont défait des certitudes établies depuis des générations. Elles n'ont pas rendu l'univers plus petit, elles l'ont rendu plus vaste, et notre place dedans plus étonnante. Nous vivons un moment comparable, moins visible parce que ces instruments ne se braquent pas vers le ciel, mais vers l'intérieur de la matière. Nous apprenons à manipuler la réalité au niveau où elle est encore indécise, où les possibilités coexistent, où rien n'est encore fixé. Et nous découvrons que ce niveau n'est pas un domaine séparé d'une autre, c'est sa fondation. Chaque atome de votre corps a traversé le cœur d'au moins une étoile. Chaque molécule d'eau que vous buvez est probablement plus ancienne que le Soleil, formée dans un nuage interstellaire avant que ce système ne se condense. Chaque respiration mêle des atomes qui ont voyagé pendant des milliards d'années avant de se trouver là, ensemble, dans vos poumons, pour quelques secondes. Nous ne sommes pas séparés de ce que nous étudions. Nous en sommes une configuration temporaire, suffisamment stable pour durer quelques décennies, suffisamment complexe pour se retourner sur elle-même et se demander comment elle est apparue. Et il reste tellement à voir. Nous ne savons pas ce que contient l'intérieur d'un astre à neutrons. Nous ne savons pas ce qui fait accélérer l'expansion. Nous ne savons pas de quoi est faite la majeure partie de la masse des galaxies. Nous ne savons pas pourquoi la matière a survécu à l'annihilation initiale. Nous ne savons pas si la vie est apparue ailleurs, ni si elle est fréquente, ni si nous la reconnaîtrions en la croisant. Nous ne savons pas comment réconcilier les 2 grandes descriptions de la nature qui fonctionnent chacune parfaitement dans son domaine,
et se contredisent à leurs frontières. Chacune de ces lacunes est une porte, et derrière chacune, si l'histoire des sciences a un enseignement, se trouve probablement quelque chose de plus étrange que tout ce que nous avons prévu. Alors les machines continueront de tourner dans leur froid artificiel. Les télescopes continueront d'accumuler des photons partis avant l'apparition des premiers organismes terrestres. Les équipes continueront de traquer des erreurs, de recalibrer, de recommencer. Et quelque part, une nuit, quelqu'un verra sur un écran une courbe qui ne correspond à rien de connu, vérifiera 3 fois, appellera un collègue, et le monde changera un peu. Ce n'est pas une promesse. C'est simplement ce qui s'est produit chaque fois jusqu'à présent. L'univers ne nous doit rien. Il ne s'explique pas de lui-même. Il ne se simplifie pas pour nous être accessible. Et il ne s'est pas arrangé pour tenir dans les limites de notre imagination. Il est ce qu'il est, immense, ancien, précis jusqu'au vertige dans ses lois, et indifférent à la difficulté que nous éprouvons à le suivre. Ce qui reste stupéfiant, c'est que nous le suivions quand même, avec du cuivre, du froid, de la patience et des équations écrites à la main, nous avons commencé à en lire quelques lignes. Et la page est loin d'être terminée.